Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer, même si tout le monde n'est pas encore là. Nous avons un peu plus d'une centaine d'inscrits pour ce premier rendez-vous du plan bleu. Nous nous en félicitons, bien sûr. Je voudrais saluer notamment Monsieur le maire de Bizerte, grande ville portuaire, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être à l'écoute, et également Monsieur le gouverneur d'Alexandrie, une grande région portuaire et littorale également, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être à l'écoute. Ce sont deux pays maritimes bien connus de la Méditerranée et qui ont une importance majeure dans le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, je voudrais introduire ce webinaire en disant un certain nombre de choses qui sont périphériques au sujet pour ne pas déflorer le sujet lui-même. D'abord, dire un mot des rendez-vous du plan bleu. J'ai pris l'initiative de créer ces rendez-vous du plan bleu et donc nous l'étraînons cette nouvelle chose aujourd'hui. L'idée est de mieux faire connaître à la fois les problèmes d'environnement et de développement durable de la Méditerranée et aussi les solutions qui peuvent y être apportées, mais aussi ce qu'est le plan bleu, ce qu'est la Convention de Barcelone, ce qu'est ce traité international et les conventions, les protocoles qui sont autour, et qui régissent les règles de protection de l'environnement et du développement durable dans ce bassin. Alors, il y aura d'autres rendez-vous du plan bleu. L'idée, c'est d'en faire une réunion régulière et apparemment, de par l'importance du nombre de gens inscrits, malgré un délai de préavis assez court, la formule intéresse. Nous avons des inscrits d'à peu près tous les pays méditerranéens et même de pays non méditerranéens. Et nous avons choisi aujourd'hui de le consacrer à ce qu'on appelle la zone CECA. On va vous dire dans quelques instants ce que c'est que la zone CECA, parce que je suppose qu'il y a dans l'auditoire des personnes d'un niveau de connaissance différent sur ce sigle un peu barbare, qui est connu des initiés, mais qui n'est pas connu de tout le monde. Alors, je voudrais commencer par rappeler un peu ce qu'est le plan bleu, ce qu'est le plan d'action pour la Méditerranée, et quel est le cadre juridique, mais aussi politique, parce que je crois que c'est important de dire que c'est un cadre politique au sens noble du terme, de gouvernance de la Méditerranée dans le champ du développement durable et de l'environnement. Certains d'entre vous se souviennent peut-être, pour les plus âgés, et s'en souviendront dans quelques mois pour les plus jeunes, qu'il y a eu en 1972 une grande conférence sur l'environnement et le développement qui s'est appelée la conférence de Stockholm. Et nous allons fêter dans 4 ou 5 mois, en juin-juillet, le cinquantenaire de cette conférence, qui a été une des premières grandes conférences sur l'environnement et qui a donné lieu à beaucoup de médias à l'époque, et qui a été la conférence qui a un peu donné lieu à la création du programme des Nations Unies pour l'environnement, puisque c'était la suite de cette conférence qui a été créée. Il n'y avait pas d'institution spécialisée au sein de l'ONU sur l'environnement auparavant. Et donc, il y a eu à ce moment-là la création du programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est vous dire qu'en 50 ans, on a quand même fait du chemin. Et une des premières initiatives de ce programme des Nations Unies pour l'environnement, qu'on appelle PNU en abrégé en français et UNEP en anglais, a été de réfléchir au problème de ce qu'on appelle les mers régionales. Et la solution qui a été proposée à cette époque pour les mers régionales a été de dire que les problèmes d'environnement et de pollution, on était très axé sur la pollution à l'époque, ça s'est un peu élargi aux autres problèmes d'environnement depuis, la moins mauvaise ou la meilleure manière pour essayer de les résoudre, c'était de mettre ensemble les pays riverains, puisque de par les caractéristiques physiques de la mer, la dilution des pollutions, les pollutions transfrontières, que ce soit les pollutions de l'air atmosphérique ou la pollution de l'eau, la gestion du littoral, le tourisme, etc., une action nationale ne pouvait pas réussir s'il n'y avait pas une action commune ou une action réciproque ou une action conjointe des pays riverains. Et donc, le premier programme de mer régionale lancé, ça a précisément été la Méditerranée. Et ensuite, il y en a eu d'autres. Il y en a eu sur la mer Baltique, il y en a eu sur la mer des Caraïbes, il y en a eu sur l'Atlantique Nord, il y en a sur l'océan Indien. Enfin, il y a en tout une vingtaine de programmes de mer régionale, mais le premier qui a été lancé, c'est celui sur la Méditerranée, et il a servi un peu de modèle aux autres. Alors, en général, ces programmes
dont on a insuffisamment parlé, à mon avis, lors du One Ocean Summit récemment, parce que c'est un mode de gouvernance qui existe une grande partie des mers, qui est déjà existant par rapport au problème de la haute mer, dont on a surtout parlé à Brest. Ils sont en général structurés autour d'une convention, c'est-à-dire d'un traité international qui est ratifié, qui est signé et ratifié par tous les pays riverains. Alors, dans le cas de la mer Méditerranée, c'est la Convention de Barcelone qui a été signée en 1976, si ma mémoire est bonne, par les pays qui étaient à l'époque les États membres riverains, enfin les États riverains de la Méditerranée, qui se sont depuis accrus, puisqu'il y a eu la création de nouveaux États, notamment dans les Balkans. Cette convention, donc, a valeur de traité international, donc il y a une force juridique très importante, puisque par exemple en France, la force juridique d'un traité est supérieure à celle de la loi nationale. Ont été ensuite suivis de protocoles. Il y a 7 protocoles en tout. Il y a un protocole sur la biodiversité, il y a un protocole sur les zones côtières, il y a un protocole sur la pollution tellurique, c'est-à-dire la pollution qui vient de la terre, il y a un protocole sur l'immersion, il y a un protocole sur les déchets dangereux, il y a un protocole sur les activités offshore, qui ont également la valeur de traités internationaux, donc d'une force juridique très importante, puisqu'ils sont également supérieurs à la loi nationale. Ces protocoles ont été ratifiés, pas tous et pas par tous les pays, mais chaque pays a ratifié plusieurs protocoles. Et l'Union européenne a également ratifié 6 des 7 protocoles, c'est-à-dire que pour les pays qui font partie qui sont à la fois membres de l'Union européenne et qui font partie du bassin méditerranéen, ces protocoles et la Convention de Barcelone ont également la force juridique du droit européen, ce qui est très important parce que ça fait les pays qui ne respectent pas ce droit, ces protocoles peuvent encourir des sanctions de la part de l'Union européenne. Ça a été le cas. La Cour de justice de l'Union européenne a condamné, par exemple, la France en 2004 pour l'affaire de la pollution dans l'étang de Berre, où le protocole pollution tellurique n'avait pas été respecté par la France. C'est ajouté à ça ensuite une stratégie méditerranéenne du développement durable. Tous les pays se mettent donc ensemble pour adopter une stratégie méditerranéenne du développement durable. Alors, elle a une force juridique qui n'est pas la même, elle est indicative, elle n'a pas la force juridique de la Convention de Barcelone et des protocoles, mais elle guide les pays vers les objectifs de développement durable conjoints, et les stratégies nationales de développement durable de chacun des pays doivent être compatibles avec la stratégie méditerranéenne du développement durable. Et il y a également une commission méditerranéenne du développement durable qui réunit à la fois des représentants des États membres, mais aussi de la société civile, pour animer ce travail d'évolution vers le développement durable de la Méditerranée. Alors, ce qu'on appelle les parties à la Convention de Barcelone sont 22. Il y a 21 États membres qui sont les États qui sont riverains, tous les États riverains de la mer Méditerranée, et également l'Union européenne, puisque l'Union européenne, en tant qu'entité géographique et politique, est également riveraine de la Méditerranée. Au sein de ce programme, le Plan Bleu, qui est basé à Marseille, est une institution qui a été créée à l'initiative de Serge Antoine et qui est aujourd'hui, dès les années 70, et qui est aujourd'hui un centre d'activité régionale du programme des Nations Unies pour l'environnement et du plan d'action pour la Méditerranée. Ça est une structure qui est un petit peu compliquée, mais si ça intéresse certains, on pourra revenir dessus. Ce n'est pas le but aujourd'hui d'expliquer tout ça. Et le Plan Bleu est en grande partie spécialisé sur toutes les questions, d'une part, de prospective, c'est-à-dire d'avenir de la Méditerranée, et d'autre part, d'économie, qui prennent de plus en plus d'importance, évidemment, puisque les réglementations environnementales peuvent avoir des impacts sur l'économie, et que le développement durable, comme on le sait, marie à la fois l'approche économique, l'approche sociale, l'approche environnementale, et aussi, j'insiste là-dessus, parce que personnellement j'y tiens beaucoup, dans une région comme la Méditerranée, l'approche culturelle. On ne peut pas parler de développement durable en Méditerranée si on ne prend pas en compte le pilier culturel du développement durable, étant donné le passé, l'histoire et la richesse culturelle de ce bassin. Donc, le but de ces rendez-vous du Plan Bleu, c'est aussi de mieux faire connaître tout ça, puisque nous avons un rôle, en dehors du rôle que nous avons dans le cadre de la Convention de Barcelone, de faire appliquer ces protocoles, ces traités, et de faire progresser les pays vers un meilleur niveau de protection de l'environnement. Nous avons aussi un rôle de diffusion de l'information et de diffusion des bonnes pratiques. L'idée, c'est que nous avons souvent des pays
riverains de la Méditerranée qui ont adopté des bonnes pratiques dans tel ou tel domaine. Et quelquefois, il suffit de copier ces bonnes pratiques et quelquefois, elles ne sont pas connues. Donc, l'idée, c'est dans ces prochains rendez-vous du Plan Bleu, nous n'avons pas encore décidé le prochain thème, mais vous en serez informés bientôt, c'est de prendre un certain nombre d'exemples nationaux qui peuvent être imités par d'autres pays, mais aussi des réalisations communes, des réalisations conjointes, comme ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi de prendre l'exemple de ces cas pour la première séance? Pour essentiellement deux raisons. La première, c'est que le transport maritime est un problème majeur en Méditerranée, puisque c'est une mer qui est toute petite, elle fait moins de 1% de la surface marine de la planète, et elle a un trafic maritime qui est extrêmement développé. C'est une des mers les plus sillonnées par le trafic maritime, puisqu'on a évidemment des passages internationaux, des détroits internationaux comme Gibraltar, et aussi le passage par le canal de Suez. Donc, le transport maritime est assez polluant et il a évidemment une transition écologique et énergétique à faire, comme d'autres, comme on va le faire l'aviation, le transport terrestre, etc. Et un des problèmes du transport maritime, c'est qu'il utilise un carburant qui est le fioul lourd. Et le fioul lourd est un carburant qui est considéré comme davantage polluant que d'autres pour plusieurs raisons. Et l'une de ces raisons, c'est qu'il contient du soufre, des oxydes de soufre, qu'on appelle SOx pour les initiés. Et ce soufre pose plusieurs problèmes. Le principal problème qu'il pose, c'est un problème sanitaire. Il cause des effets sanitaires, il peut avoir des effets cardiovasculaires, il peut avoir des effets respiratoires, et c'est un polluant qui voyage beaucoup. C'est-à-dire que le soufre qui est émis par les bateaux peut aller à peu près jusqu'à 200 km à l'intérieur des terres. Donc, ça ne concerne pas seulement les gens qui sont en mer ou les gens qui sont immédiatement riverains dans les villes portuaires. Et ces émissions de soufre sont à l'origine d'un certain nombre de décès prématurés et d'un certain nombre de morbidités et de jours d'arrêt de travail. Donc, l'impact premier, c'est l'impact sanitaire. Le second impact, c'est un impact en termes de sécurité. C'est que ce soufre contribue à former en synergie avec certaines conditions atmosphériques des brumes, et que ces brumes sont évidemment source d'accidents et d'insécurité. Donc, en diminuant les émissions de soufre, on améliore la sécurité de la navigation maritime. Le troisième impact, il est sur la biodiversité, puisque les émissions de soufre qui se reposent ensuite sur la mer rentrent dans la mer et contribuent à l'acidification de l'océan, qui est un vrai problème, comme vous le savez, pour la vie marine et sous-marine, les coraux, les poissons, etc. Mais c'est vrai aussi sur les écosystèmes terrestres, c'est-à-dire que le soufre qui est émis en mer, s'il va se reposer sur les écosystèmes terrestres, endommage aussi les écosystèmes terrestres. C'est également un problème économique parce que ce soufre, s'il va se déposer sur les cultures ou sur les arbres, entraîne des pertes économiques pour les agriculteurs et pour les sylviculteurs. Donc, si on arrive à résoudre ce problème, ce sont des pertes qui seront évitées. Et puis également, le dernier problème qu'engendre ce soufre, c'est qu'il cause des dégâts très importants au patrimoine bâti, qu'il s'agisse des monuments historiques, qui sont évidemment très importants en Méditerranée, étant donné l'histoire de cette région, mais qu'il s'agisse aussi des bâtiments plus modernes. Et que donc, si on diminue les émissions de soufre, on aura un peu moins de coûts d'entretien et de restauration de ce patrimoine immobilier. Alors, je vais en terminer par là, mais ce qui s'est passé en décembre et que nous allons maintenant nous raconter, c'est l'adoption par la COP de la Convention de Barcelone, c'est-à-dire la réunion de tous les partis. On parle beaucoup de la COP pour la Convention climat, mais chaque convention internationale a une COP, et la COP de la Convention de Barcelone a lieu tous les 2 ans, et la dernière COP avait lieu en décembre 2021 à Antalya. Et depuis plusieurs années, le PAM et le Plan Bleu ont travaillé sur l'idée de ce qu'on appelle une zone CECA. Alors, une zone CECA, en 2 mots, ça consiste à instaurer une zone dans laquelle on demande, et même on oblige les bateaux de transport à utiliser un carburant moins soufré. Alors, il y a plusieurs degrés de diminution du soufre. L'OMI a institué une règle qui fait qu'on peut avoir maintenant, depuis 2020, que 0,5% en soufre. Et la règle là, qui a été instituée pour les zones à basse émission en soufre, c'est 0,1, c'est-à-dire c'est encore beaucoup plus bas.
Et ça a été tout un processus qui a duré plusieurs années, études de faisabilité, études des bilans coûts-avantages socio-économiques, etc., avec évidemment beaucoup de négociations avec les différents pays, parce que ça peut poser des problèmes en termes de coûts, notamment, on va en parler. Mais nous avons obtenu en décembre 2021 une décision de la COP d'Antalya pour mettre en place cette zone CK, c'est-à-dire cette zone d'utilisation de carburant à très bas niveau de soufre, d'ici le 1er janvier 2025. Donc, non seulement c'est une décision historique, mais en plus, c'est une décision qui doit s'appliquer à court terme. Alors, je voudrais dire que c'est quand même un petit peu réconfortant parce qu'il faut quand même dire un mot de la situation géopolitique de la Méditerranée, qui est une situation complexe. Elle l'était déjà dans les années 70 quand on a créé la Convention de Barcelone. Nous avons des pays qui sont quelquefois en conflit les uns avec les autres, qui sont même quelquefois dans des conflits assez aigus. Et malgré tout, malgré ces différends, ces pays qui ont des relations difficiles arrivent à se mettre d'accord entre eux pour signer un accord allant vers un but de protection de l'environnement, du bien qu'ils ont en commun, qui est la Méditerranée, ses rivages et ses populations méditerranéennes. Donc, je trouve ça assez réconfortant, et personnellement. Et nous avons eu l'honneur que cette décision CK soit citée très expressément et de façon très affirmée par le président de la République la semaine dernière à Brest lors du One Ocean Summit, et elle figure même dans les 13 engagements du One Ocean Summit de Brest. En fait, l'engagement, il est celui des pays méditerranéens, et maintenant, il va être confirmé par l'OMI, puisque la décision doit encore passer devant l'OMI, mais l'étape la plus difficile me semble être derrière nous, c'était celle des pays riverains de la Méditerranée. Et donc, en quelque sorte, le One Ocean Summit a ratifié ce choix et l'a porté à un niveau de légitimité par la parole du président de la République française, mais aussi d'autres autorités qui étaient là. Voilà, alors pour aborder maintenant ce sujet, nous allons avoir, si vous le voulez bien, deux présentations, l'une par Frank Lowers qui travaille donc à REMPEC, qui est le centre spécialisé sur les pollutions du PAM et notamment sur les pollutions accidentelles, mais pas seulement, qui va nous expliquer à la fois le mécanisme, son historique et la façon dont il va fonctionner, et l'autre de Lina Todd, qui est directrice adjointe du Plan Bleu, qui va focaliser sa présentation sur les aspects économiques, les aspects socio-économiques, et qui va nous montrer que cette décision est une décision dont les avantages économiques sont supérieurs aux coûts économiques. Et puis surtout, je voudrais qu'on garde du temps pour les questions-réponses parce que je souhaite beaucoup que ces rendez-vous du Plan Bleu soient très interactifs. Je vous remercie et je cède tout de suite la parole à Frank Lowers en le remerciant d'être là ce matin. Merci, Monsieur le Président du Plan Bleu. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez rappelé, alors s'il vous plaît, la prochaine diapo. Voilà, comme vous l'avez rappelé, dans le principal type d'hydrocarbure de soute utilisé par les navires est un carburant lourd. En jargon technique, on appelle cela le fuel oil lourd, obtenu à partir de résidus provenant de la distillation du pétrole brut. Le pétrole brut contient du soufre qui, après combustion dans le moteur, se retrouve dans les émissions du navire. Limiter les émissions d'oxyde de soufre provenant des navires aura pour effet d'améliorer la qualité de l'air et de protéger l'environnement. Les règles de l'Organisation maritime internationale, OMI, visant à réduire les émissions d'oxyde de soufre provenant des navires sont entrées en vigueur pour la première fois en 2005, en vertu de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, mieux connue sous le nom de Convention MARPOL. Ces règles prévoient la réduction progressive des émissions d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote et de particules à l'échelle mondiale et la création de zones de contrôle des émissions, que l'on appelle ECA, pour réduire davantage les émissions des polluants atmosphériques précités dans les zones maritimes désignées. Les limites applicables aux oxydes de soufre ont été progressivement resserrées, comme le montre le graphique de droite. Il est notamment à noter
que la limite de la teneur en soufre du carburant utilisé à bord des navires a été considérablement réduite, passant de 3,5% masse par masse à 0,5% masse par masse, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, pour les navires exploités en dehors des ECA désignés, et ce depuis le 1er janvier 2020. Cette mesure entraîne une réduction significative des émissions d'oxyde de soufre provenant des navires et un impact extrêmement positif sur l'environnement et la santé humaine, et plus particulièrement pour celles des populations vivant à proximité des ports et des côtes. Une limite encore plus stricte de 0,1% masse par masse était déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2015, comme vous le voyez également sur le graphique de droite, dans plusieurs ECA désignés par l'OMI et continue de s'appliquer. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, il existe actuellement 4 ECA dans le monde. La zone de la mer Baltique, la zone de la mer du Nord, la zone de l'Atlantique du Nord, couvrant les zones côtières désignées au large des États-Unis et du Canada, et la zone maritime Caraïbe des États-Unis, soit les eaux entourant Porto Rico et les îles Vierges américaines. La prochaine diapo, s'il vous plaît. J'aimerais avoir la prochaine diapo, peut-être qu'il y a un petit problème technique juste avant. Voilà, très bien. Que doivent faire donc les navires pour respecter les nouvelles règles de l'OMI? C'est une question importante. Il existe effectivement plusieurs façons de respecter les nouvelles règles de l'OMI, comme le montre le graphique de gauche. Les règles de Marpol limitent la teneur en soufre du carburant utilisé à bord des navires. Ces derniers sont donc tenus d'utiliser un carburant dont la teneur en soufre est suffisamment faible pour satisfaire aux prescriptions de l'OMI. Les raffineries peuvent mélanger du carburant à haute teneur en soufre, qui dépasse la limite permise, avec un carburant qui a une teneur inférieure à la limite afin d'obtenir un carburant conforme. Des additifs peuvent être ajoutés pour améliorer d'autres propriétés, dont la lubricité. Les navires peuvent être équipés de moteurs qui utilisent des combustibles ayant une teneur en soufre très faible, voire nulle, comme le gaz naturel liquéfié ou les biocarburants. Certains navires ont également recours à d'autres méthodes approuvées par les États du pavillon pour limiter la quantité de substances polluantes qu'ils rejettent dans l'atmosphère. Ils peuvent, par exemple, se doter de dispositifs d'épuration des gaz d'échappement, que l'on appelle épurateurs, qui éliminent les oxydes de soufre des gaz d'échappement émis par les moteurs des navires. Par conséquent, un navire équipé d'un épurateur peut continuer à utiliser du carburant lourd, puisque les émissions d'oxyde de soufre seront réduites à un niveau équivalent à la nouvelle limite. Il existe plusieurs types d'épurateurs, ceux en circuit fermé, ceux en circuit ouvert, comme indiqué sur le graphique de droite, mais également les hybrides. On peut se poser la question si tous les types d'épurateurs sont permis. Et la réponse est oui, tant que ces épurateurs permettent d'atteindre le même niveau de réduction des émissions. Certains États membres ont fait part de préoccupations en matière d'environnement, en lien avec le rejet des eaux de lavage des épurateurs. Les recommandations comprenant les critères applicables au rejet des eaux de lavage des épurateurs, qui ont été révisés et adoptés par l'OMI en 2015, sont en cours d'examen par le sous-comité de la prévention de la pollution et de l'intervention de l'OMI. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Qu'en est-il donc de la mer Méditerranée? Vous avez posé la question, Monsieur le Président, et vous nous avez déjà donné quelques indications. Selon l'article 6 de la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, la Convention de Barcelone, dont les parties contractantes sont les 21 pays du pourtour méditerranéen et l'Union européenne, les parties contractantes prennent toute mesure pour définir
pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée causée par les rejets des navires. Ces dernières années, les efforts des parties contractantes à la Convention de Barcelone ont été intensifiés. Les participants à la 19e réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention de Barcelone et à ses protocoles ont adopté en 2016 la stratégie régionale pour la prévention et la lutte contre la pollution marine provenant des navires, couvrant la période 2016-2021, qui a abordé, entre autres, la problématique de la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires. Conformément à cette stratégie, le Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle, le RIMPEL, pour lequel je travaille, qui est administré par l'OMI en coopération avec le plan d'action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l'environnement, a établi un comité technique d'experts qui a travaillé par correspondance pour réaliser une étude de faisabilité technique et économique afin d'examiner s'il était opportun de mettre en place une feuille de route pour la préparation d'une soumission à l'OMI visant à désigner comme ECA d'oxyde de soufre certaines zones de la mer Méditerranée nécessitant une protection environnementale spécifique et d'explorer d'autres étapes éventuelles. Les 22 parties contractantes à la Convention de Barcelone, je rappelle donc les 21 pays du pourtour méditerranéen et l'Union européenne, ont participé aux travaux du comité technique d'experts ECASOX. Le graphique de droite vous montre les réductions des émissions d'oxyde de soufre associées non seulement à la mise en œuvre des règles de l'OMI 2020, qui sont donc applicables depuis le 1er janvier 2020, qui est le graphique du milieu, mais également associées à la désignation éventuelle de la mer Méditerranée dans son ensemble en tant que zone de contrôle des émissions d'oxyde de soufre en vertu de l'annexe 6 de Marpol, ce que l'on appelle dans notre jargon l'ECASOX MED. Et cela correspond au graphique du bas. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, dans ce contexte et sur la base des résultats des travaux du comité technique d'experts ECASOX, y compris l'étude de faisabilité technique et économique et le projet initial de soumission à l'OMI préparé par le RIMPEC, les participants à la 21e réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention de Barcelone et à ses protocoles ont adopté en 2019 la feuille de route pour une proposition de désignation éventuelle de l'ECASOX MED. La feuille de route qui vous est reproduite telle qu'adoptée dans le graphique de gauche décrit le processus visant une proposition pour la désignation éventuelle de la mer Méditerranée dans son ensemble, telle que définie dans la Convention de Barcelone, en tant que zone de contrôle des émissions d'oxyde de soufre en vertu de l'annexe 6 de Marpol, dans le cadre de la Convention de Barcelone, en définissant les objectifs, les étapes, le calendrier, y compris les échéances et les actions requis à cette fin. Les participants à cette même réunion ont également convenu de prolonger le mandat du comité technique d'experts ECASOX afin de superviser l'achèvement de l'acquisition des connaissances et la préparation des études complémentaires, notamment des impacts socio-économiques sur les parties contractantes à la Convention de Barcelone, comme indiqué entre autres dans la feuille de route. Des informations supplémentaires vous seront données par ma collègue, Madame Lina Todd. Sur la base des résultats des travaux ultérieurs du comité technique d'experts ECASOX, les participants à la 22e réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention de Barcelone et à ses protocoles ont adopté en décembre 2021, et Monsieur le Président, vous nous l'avez rappelé, une décision historique se mettant d'accord pour engager le processus formel
visant la désignation de l'ECA SOXMED auprès de l'OMI. La proposition conjointe et coordonnée visant à désigner l'ECA SOXMED a été présentée très récemment, au début du mois de février, avec le mandat de la COP 22 par la France, qui assure actuellement la présidence de l'Union européenne, et au nom de tous les États côtiers méditerranéens, ainsi que tous les États membres de l'Union européenne et la Commission européenne, pour examen à la 78e session du Comité de la protection du milieu marin de l'OMI, ce qu'on appelle également dans notre jargon le MEPC 78, qui est mentionné sur la feuille de route. Cette réunion est invitée à examiner les informations présentées et à approuver les cas SOXMED proposés en vue de l'adoption par les parties à l'annexe 6 de Marpol lors de la 79e session du Comité de la protection du milieu marin de l'OMI, une fois de plus dans notre jargon le MEPC 79, d'amendement à l'annexe 6 de Marpol pour désigner officiellement les cas SOXMED avec une date de mise en application effective souhaitée le 1er janvier 2025. Une dernière note pour finir ma présentation. Sur la feuille de route, vous verrez sur le graphique de gauche que certaines dates ne sont plus en fait valables ou doivent être ajustées, car les réunions que je viens de citer, le MEPC 78 et le MEPC 79, auront désormais lieu au mois de juin et décembre 2022, respectivement. Mais l'ambition des parties contractantes, elle, reste inchangée. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lauwers, merci beaucoup. Je passe la parole maintenant sans transition à Lina Todd, avant que nous puissions passer à la phase d'échange. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, avant de mettre en place l'ECA SOXMED, comme on l'appelle, plusieurs acteurs qui sont concernés par la question se sont posés la question du bilan coût-avantage. Et la question a été explorée dans plusieurs études conduites notamment en 2018-2019 et notamment par la France, la Commission européenne ou encore le REMPEC. Le Plan Bleu a contribué à plusieurs d'entre elles. Et plus récemment, en collaboration toujours avec le REMPEC, le Plan Bleu a co-publié un rapport technique sur les réponses de marché et la distribution des coûts liés à l'ECA SOXMED. Vous voyez ici l'image sur la diapo. Donc, ce rapport a été largement consulté et commenté par les parties contractantes, donc qui sont les 21 pays riverains de la Méditerranée, tout au long de son élaboration. Donc, il a été rédigé par un cabinet de consultants américains, IRA, sous pilotage du Plan Bleu et toujours en coopération avec le REMPEC et plus largement le système de la Convention de Barcelone. Également, un document synthétique de 2 pages qui fait l'état du bilan coût-avantage de l'institution de la zone à basse émission de soufre a également été publié et vous voyez ici également l'image de ce 2 pages. Donc, on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc ici, j'ai essayé de mettre sur un tableau assez synthétique le bilan coût-avantage. Donc, commençons par les coûts. Donc, les coûts sont supportés par le secteur du transport maritime, au moins en premier lieu. Et Franck a déjà présenté qu'il y a plusieurs manières de se conformer à cette obligation de la CECA. Et on a étudié de manière monétaire donc 2 options qui sont le changement du type de carburant et l'installation d'épurateurs. Donc, on voit ici que le changement du type de carburant, donc de passer à un carburant avec une teneur en soufre de 0,1%, coûterait par rapport au carburant avec une teneur en soufre de 0,5%, 1,8 milliard d'euros par an, approximativement. On voit ici que l'installation d'épurateurs
coûterait, au moins dans notre estimation, un peu moins cher, avec environ 1,2 milliard d'euros par an. Alors, Franck a bien expliqué qu'il y a certains États qui émettent des réserves sur l'utilisation des épurateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'autres pollutions qui peuvent être générées par ces épurateurs, notamment quand ils sont utilisés en boucle ouverte avec des émissions de polluants dans l'eau et donc dans la mer. Donc finalement, on se trouve à faire un transfert de pollution de l'air vers la mer et ce n'est pas forcément intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en gras ici plutôt l'option la plus chère entre les deux, mais qui nous semble être la plus propre, de 1,8 milliard d'euros par an liée au changement du type de carburant. Donc, si on s'intéresse maintenant aux avantages, donc tous les avantages sont liés à l'effet de diminution des émissions de soufre et de particules fines. Et donc, on prévoit une réduction des émissions de soufre de l'ordre de 80% et à peu près d'un quart pour les particules fines. Donc, Guillaume a déjà pu énumérer un peu ces bénéfices qui sont liés à cette réduction et je les ai remis ici par ordre croissant, peut-être plutôt d'importance économique. Alors, premier avantage, c'est qu'on se retrouve avec moins de soufre dans l'air, moins de particules fines dans l'air et du coup, moins de brume et plus de visibilité. Donc, cela nous amène à un avantage important, c'est qu'on diminue le risque d'incidents maritimes, donc de collisions, de navires, etc. Et on arrive à plus d'attractivité touristique avec une meilleure visibilité qui rend les endroits en Méditerranée beaucoup plus beaux tout de suite. Alors, on n'a pas évalué de manière monétaire cet avantage-là. On pourrait peut-être le faire, mais je ne sais pas si c'est très intéressant et je vais vous dire pourquoi après. Donc, deuxième avantage, moins d'acidification. Donc, ça a été évoqué aussi déjà dans la première présentation aujourd'hui. Ça nous amène à quoi? À moins de dommages au niveau des cultures, aux forêts et aux espèces aquatiques, ainsi qu'aux bâtiments et monuments historiques et autres. Et avec cela viennent des gains dans l'agriculture, la sylviculture, et des gains de productivité des écosystèmes, et puis bien moins de coûts liés au ravalement de monuments et bâtiments. Et ici aussi, c'est un avantage qu'on n'a pas évalué monétairement. Donc là, on l'a de manière qualitative. Alors, le seul avantage qu'on a estimé de manière monétaire, c'est l'avantage sur la santé humaine. Donc, on prévoit avec la mise en place de l'ACK en Méditerranée une meilleure santé humaine en évitant plus de 1100 décès prématurés dus au cancer du poumon et aux maladies cardiovasculaires et aux AVC par an, ainsi que plus de 2300 cas d'asthme chez les enfants. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la fin de la slide, je ne la vois pas bien. Mais en gros, on se retrouve avec un gain sanitaire donc, qui a été évalué par rapport à ces estimations entre 8 et 14 milliards d'euros par an. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on s'est arrêté ici à passer beaucoup de temps et de ressources sur la monétarisation des autres avantages, parce qu'on voit déjà, en comptant uniquement l'effet sanitaire, le gain pour le système de santé en Méditerranée, qui s'élève à au moins 5 fois plus de bénéfices alors pour le seul secteur de la santé que les coûts qui sont supportés par le secteur du transport maritime. On peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Je pense qu'il y avait… Voilà. Alors, après cette analyse du bilan coût-bénéfice, on s'est intéressé à d'autres questions, notamment de réponse du marché. Donc, il y a un coût qui arrive quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réaction du marché? Comment le marché va-t-il répondre à l'augmentation des prix du transport maritime en Méditerranée? On s'est posé la question si les prix donc, qui vont augmenter pour le transport maritime vont nous amener vers des changements des modes de transport ou alors des routes maritimes empruntées. Et ce qu'on a trouvé, c'est ce que vous voyez ici, c'est qu'une augmentation des frais de transport qui sont associés à l'ECA en Méditerranée sont vraiment très, très, très modestes. Donc, dans nos estimations, pour traverser
toute la Méditerranée, donc de Suez jusqu'à Gibraltar, pour 1 tonne de fret, on va payer 1,31 $ en plus. Voilà, donc c'est ça l'ordre de grandeur. Donc les coûts supplémentaires pour le transport maritime, c'est vraiment très, très modeste. Alors, pour comparer, on a quand même regardé quel serait le prix de d'autres routes ou modes de transport alternatifs en Méditerranée. Et on a trouvé que ces autres routes ou modes de transport ne seront compétitifs qu'avec une augmentation supplémentaire par rapport à ce qui serait lié à la CECA de 1,5 fois à 25 fois le coût lié à l'ECA. Donc, ça veut dire selon le trajet qui est fait, il faudrait que les prix augmentent encore beaucoup plus avant de faire basculer les modes de transport vers, par exemple, du routier, du ferroviaire, ou alors de faire tout le tour du continent africain au lieu de passer par la Méditerranée. Voilà, donc on ne prévoit pas de changement de mode ou de route en Méditerranée lié à la mise en place de la CECA. On s'est posé la question également pour le transport des passagers. Et là, il y a à noter que beaucoup de petits bateaux sont déjà compatibles avec les besoins de l'ECA SOXMED, y compris quelques petites navettes qui peuvent lier des petites îles, etc. Par contre, pour les plus grands navires, on a estimé que pour un billet aller simple, en moyenne, on va trouver un coût supplémentaire de 80 centimes à 2 € à peu près. Donc, c'est ça l'ordre de grandeur pour des traversées de passagers de type Barcelone, Gênes ou des trajets similaires. Donc, ce qui est équivalent à environ 1 à 5% de plus pour les prix de billets. Voilà, on peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, donc d'autres questions qu'on s'est posées. Qu'est-ce qui se passe alors au niveau de la demande pour les produits transportés par voie maritime, puisque ces produits-là vont devenir plus chers? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a étudié 10 commodités qui sont transportées en Méditerranée par navire. Et pour 9 sur ces 10 commodités étudiées, le changement de la demande est estimé à moins de 0,1%. Donc, pas grand-chose au niveau des modifications de la demande des produits qui sont transportés par voie maritime. Et même pour la 10e commodité, vous allez vous poser la question, on reste toujours à moins de 1%. C'était le phosphate qui coûtait un peu plus cher. Alors, quel est l'impact sur le pouvoir d'achat des régions isolées ou des îles? Donc, bien sûr, en Méditerranée, nous avons beaucoup d'îles et des grandes îles également qui ont besoin d'importer des produits par voie maritime. Et donc, on s'est intéressé à cette question, quel impact sur le pouvoir d'achat des populations qui y vivent? Et alors, ce qu'on a trouvé, c'est que les prix d'1 kilogramme d'aliments communs, donc on a étudié le saumon, les bananes, le café, le thé, tous augmentent de moins de 1 centime de dollar. Donc, c'est toujours pas grand-chose, l'impact au niveau du prix d'aliments communs. Les coûts des matériaux de construction, donc c'est autre chose très important pour les populations qui vivent sur des îles, affichent des variations de prix qui sont inférieures à 0,08%. Donc ici encore, l'impact, il n'est pas très important. Ça reste vraiment extrêmement modeste. Et puis, intuitivement, les biens de plus grande valeur voient leur prix varier encore moins en pourcentage puisqu'ils coûtent plus cher à la base. Alors finalement, on s'est posé une autre question, c'était quel impact sur la compétitivité des ports et des raffineries en Méditerranée? Et ici aussi, on n'a pas trouvé d'impact significatif prévu pour 2 raisons notamment. Donc, compte tenu des faibles variations estimées des coûts de transit associés à l'ECA SOXMED par tonne kilomètre, donc on l'avait vu avant, et puis aussi dans le contexte de facteurs supplémentaires qui affectent la concurrence. Donc ici, on parle des facteurs tels que l'efficacité des ports, la multimodalité des ports, etc. Et puis on passe à la dernière diapo. Merci. Donc en guise de conclusion,
on se retrouve avec cette ECA SOXMED et des prévisions de bilan coût-avantage qui sont clairement favorables à la mise en place de cette zone. Et une augmentation des coûts des biens et personnes transportés par voie maritime extrêmement modeste. Donc, je rappelle ce chiffre que peut-être vous allez garder dans la tête de mon intervention aujourd'hui. Donc, pour traverser toute la Méditerranée, de Suez à Gibraltar, pour 1 tonne qui va faire le trajet, on va payer $1,31 de dollars toujours de plus. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas mis sur cette slide, et Franck l'a évoqué rapidement, mais je voudrais juste le rappeler, c'est qu'effectivement, avec cette ECA SOXMED, ça ne sera pas la première zone de contrôle des émissions de soufre dans le monde. On a déjà 4 autres qui existent dans le monde. Et les expériences de ces zones-là, notamment aussi en termes d'impact économique, vont toujours en faveur de la mise en place de ce type de zone. Voilà, donc merci beaucoup. On va, je pense, passer à Guillaume aux questions maintenant. Oui, merci Lina. Je voudrais juste souligner un point, c'est que dans les chiffres qui ont été montrés par Lina, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'avantages et de bénéfices économiques qui n'ont pas été chiffrés et qui, s'ils l'étaient, évidemment, et on peut le faire, la science économique permet de le faire, rendrait le rapport coût-avantage beaucoup plus important que ce qui a été montré là. Évidemment, le bénéfice sanitaire est primordial et très conséquent en termes économiques, mais le bénéfice en termes de sécurité, en termes de biodiversité, en termes d'avantages sur de rendement des cultures agricoles et sylvicoles, et également en termes de diminution des coûts d'entretien du bâti, peuvent être également très conséquents. Donc, on voit bien que le rapport coût-avantage est très favorable. Alors, peut-être maintenant, on va prendre les questions. Je ne sais pas qui veut intervenir. Si je puis me permettre, il y a déjà 2 questions qui ont été posées, 2 questions ouvertes. Donc, de monsieur ou madame Moulet, sur quels critères vous allez désigner les zones ECA pour le sud de la Méditerranée? Est-ce qu'un financement existe pour que les navires soient équipés d'un épurateur et réduire les émissions de soufre? Donc, alors, peut-être quelques éléments là-dessus. Au début, quand il y a eu cette idée, alors, comme ça, je rappelle que les zones ECA existaient déjà donc, dans un certain nombre d'endroits, comme la mer Baltique ou au large de certaines côtes des États-Unis, notamment les Caraïbes américaines. Le fioul lourd et son composant soufré est d'autant plus dommageable et négatif en termes de coûts pour les systèmes de santé et pour les hôpitaux, pour la médecine, etc., pour chacun des pays, que la zone proche de la mer est peuplée. Parce qu'évidemment, le coût en matière sanitaire dépend du nombre d'habitants qu'il y a. Et il y a un certain nombre de mers qui sont plus ou moins peuplées. La Méditerranée est, comme on le sait, une mer qui est très peuplée. Les pays riverains de la Méditerranée sont très peuplés. Et une deuxième caractéristique, c'est que les populations de ces pays sont très concentrées sur le littoral. Donc, la même quantité de carburant soufré émis dans une mer comme la Méditerranée cause plus de dégâts sanitaires, plus de diminution d'espérance de vie, plus de milliers de décès abrégés, de durée de vie abrégée, donc de décès prématurés, que dans une autre mer. Donc, il avait été envisagé au départ de prendre une ou plusieurs parties de la Méditerranée, mais finalement, assez vite, l'option a été prise de prendre toute la Méditerranée. Donc, il n'y a pas de zone qui soit exclue en dehors de la zone qui concerne le canal de Suez et qui est soumis à un régime très particulier et qui n'est pas expressément la Méditerranée et sa zone d'attente. Mais sinon, c'est l'ensemble de la mer Méditerranée comme l'ensemble de la mer Baltique qui sera désigné zone ECA à partir du 1er janvier 2025. Quant au coût, une des choses qui fait que cette mesure est peu coûteuse, c'est que par rapport à d'autres dépollutions qui visent d'autres polluants, il n'est pas nécessaire de changer de motorisation. Le changement de motorisation, évidemment, est quelque chose de très coûteux. On peut utiliser le même moteur avec une autre cuve. Par exemple, c'est ce que font les bateaux qui naviguent en mer Baltique. Quand ils sont en Atlantique,
ils ont le droit d'utiliser le carburant soufré, et puis ils switchent sur le carburant non soufré quand ils arrivent en mer Baltique. Donc, c'est le même genre de choses qui sera possible en Méditerranée. Donc, c'est une mesure de dépollution qui est moins coûteuse qu'une autre, ce qui contribue à expliquer son rapport coût-avantage. Je ne sais pas si M. Lowers ou Lina Todd veulent ajouter quelque chose. Je pense que M. Lowers voulait prendre la parole. Oui, effectivement, Monsieur le Président, et merci beaucoup pour cette question. J'aimerais apporter, si vous me le permettez, quelques éléments supplémentaires, notamment en ce qui concerne donc les critères. Je voudrais rappeler qu'une proposition visant à désigner une zone donnée comme zone de contrôle des émissions doit être soumise à l'Organisation maritime internationale conformément aux règles et procédures établies par celle-ci. En ce qui concerne les critères, une proposition doit comprendre une délimitation précise de la zone qu'il est proposé de désigner, le ou les types d'émissions qu'il est proposé de contrôler, une description des populations et des zones de l'environnement qui sont susceptibles d'être affectées par les émissions des navires, une évaluation qui montre que les émissions provenant des navires exploités dans la zone proposée contribuent à la pollution locale de l'atmosphère ou aux effets préjudiciables pour l'environnement. La proposition doit également comprendre tout renseignement utile sur les conditions météorologiques de la zone proposée. Et enfin, 3 choses très importantes, des informations sur la nature du trafic maritime dans la zone où il est proposé de contrôler les émissions, une description des mesures de contrôle que les parties soumettant la proposition ont prises pour remédier aux émissions provenant de sources à terre affectant les populations et les zones de l'environnement menacées. Et enfin, et comme il a été présenté par Madame Todd, donc les coûts relatifs des mesures visant à réduire les émissions provenant des navires par rapport à ceux des mesures de contrôle à terre et les conséquences que ces mesures auraient sur le plan économique pour les navires qui effectuent les voyages internationaux. Donc, en fait, c'est très réglementé. Et la proposition qui a été soumise à la 78e session du comité de la protection du milieu marin remplit au moins, au niveau donc, des parties contractantes et des États donc, qui l'ont soumise, ont rempli tous les critères. Voilà. En ce qui concerne le financement, pour équiper les navires d'épurateurs, je voudrais également rappeler que les épurateurs ne sont pas la seule méthode qui permettrait la mise en conformité avec les cas SOXMED. Effectivement, la méthode principale est l'utilisation de carburants dont la teneur en soufre est suffisamment faible pour satisfaire aux prescriptions de l'OMI. Mais puisqu'on parle de financement, je voudrais également dire que les participants à la 22e réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention de Barcelone et à ces protocoles ont demandé au secrétariat, notamment le RIMPEC, de fournir un soutien technique pour la mise en œuvre de cette décision en synergie avec l'OMI et d'autres parties prenantes concernées par le biais d'activités de coopération technique et de renforcement des capacités, y compris un soutien financier et des activités de mobilisation de ressources. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Merci. Un grand merci pour ces compléments. Alors, le débat suscite beaucoup d'autres questions. Donc, une autre question de M. Moulet. Est-ce qu'une étude est réalisée pour évaluer l'impact qu'aurait une limitation plus forte des émissions polluantes des navires? On y a partiellement répondu, surtout en particulier l'impact des ressources biologiques. On a également alors je vais mentionner toutes les questions, on fera des réponses groupées si vous le voulez bien. Une CK, c'est bien, mais une EK serait mieux. En d'autres termes, quelles sont les réflexions sur la réduction des NOx et par ailleurs des particules fines? Et enfin, concrètement, comment veiller à ce que les limites en SOx soient appliquées? C'est-à-dire quelle gouvernance et coopération d'acteurs régionaux ou nationaux contrôlerait la zone ECA SOX-MED et avec quels moyens financiers et matériels? Donc, je propose peut-être de répondre sur la question de la réduction des NOx. Est-ce que
c'est dans un horizon lointain, plus proche. Est-ce que l'un des panélistes souhaite donner des éléments de réponse? Alors peut-être je peux prendre cette question, effectivement. Donc c'est une question très importante et il y a déjà eu des réflexions à ce sujet. Alors j'ai parlé auparavant de la stratégie régionale sur la prévention notamment sur la prévention de la pollution provenant des navires, qui a été adoptée en 2016 et qui couvrait la période jusqu'en 2021. Mais une nouvelle stratégie a été adoptée à la même réunion de fin d'année dernière, qui a permis d'avoir une nouvelle stratégie. Et cette nouvelle stratégie, effectivement, fait référence spécifiquement au besoin d'explorer la désignation éventuelle de la mer Méditerranée dans son ensemble en tant que zone de contrôle des émissions des oxydes d'azote, donc les fameux NOx. Et par ailleurs, la réunion de fin d'année dernière des parties contractantes à la Convention de Barcelone et à ses protocoles a également rappelé donc l'engagement des parties contractantes à réduire les émissions des navires, à la fois pour lutter contre le changement climatique et la pollution atmosphérique, et ont encouragé donc le secrétariat, sous la coordination du RIMPEC, à progresser dans l'exploration de la faisabilité donc d'une ECA NOx, dans le jargon, en mer Méditerranée dans son ensemble, y compris l'impact sanitaire et socio-économique sur les différentes parties contractantes au cours du biennium 2022-2023. Donc en fait, nous allons engager le travail d'ici les semaines et mois à venir pour présenter quelque chose d'un peu plus concret donc à la prochaine réunion des parties contractantes à la Convention de Barcelone, à ces protocoles qui aura lieu donc en fin 2024. Mais il est important de souligner donc que c'est un processus différent de celui qui est engagé à l'heure actuelle au niveau global, donc au niveau de l'OMI sur les CASOXMED. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on a deux questions qui portent en particulier sur comment on va veiller et que sur l'application en fait de ces normes plus sévères d'émissions imposées aux navires. Donc, comment veiller à ce que ces limites en SOx soient bien appliquées et comment être sûr donc de l'efficacité, de l'effectivité de cette zone CK. Donc, allez-y. Peut-être pour Frank Lowers, peut-être? Oui, effectivement, je pense que peut-être je suis le mieux placé pour répondre à cette question qui est en lien donc avec la réglementation. En fait, bon, dans le domaine maritime, il faut bien comprendre comment les choses se passent. C'est-à-dire, il y a des conventions internationales avec des règles établies et qui les met en œuvre. Bon, bien sûr, toute partie prenante, les opérateurs. Les opérateurs des navires, mais c'est surtout aussi les États membres de l'OMI. Donc, les États membres de l'OMI ont une obligation de s'assurer de la mise en œuvre des règles. Et comment le font-ils? Notamment à travers ce qu'on appelle l'état du port, donc qui réglemente lorsqu'un navire fait escale dans un des ports de ce pays. Donc, ils ont la capacité d'inspecter le navire et de s'assurer que les normes sont donc mises en œuvre. Mais il y a également les états du pavillon. Et il y a des inspecteurs donc de l'état du pavillon qui également permettent de s'assurer de la mise en œuvre donc de ces règles. Mais il ne faut pas non plus penser que la seule obligation est sur les États, puisque c'est tout d'abord les acteurs du secteur maritime
et notamment, comme je l'ai dit, les opérateurs et bien sûr le personnel sur le navire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Une autre question. Est-ce qu'il y a en Méditerranée suffisamment de raffineries pour obtenir le carburant non soufré? Je pense que ce n'est pas forcément une question très facile à répondre. Encore une fois, si vous voulez apporter des éléments. Oui, non, bien sûr, parce qu'en fait, ça, c'est une question typique et importante. C'est une question qui a été considérée lors des travaux du comité technique d'experts ECASOX. Ça faisait en fait partie des études complémentaires que nous avaient demandé donc, les parties contractantes d'élaborer afin de pouvoir décider ou non donc de procéder avec la proposition conjointe et coordonnée sur la désignation de l'ECASOX-MED. Donc, effectivement, cette question a été étudiée. Une étude spécifique a été réalisée par le RIMPEC et je peux apporter l'élément de réponse qu'il y a suffisamment, je dirais, parce qu'il faut comprendre, une fois de plus, le trafic maritime, c'est un trafic international, c'est-à-dire le carburant n'a pas nécessairement besoin d'être raffiné en Méditerranée. Il y a le transport, bien sûr, il y a le transport du carburant qui permet l'utilisation de ce carburant par d'autres navires. Mais notre étude clairement indique qu'il n'y a aucun problème de disponibilité du carburant à faible teneur en soufre et pour utilisation en Méditerranée. Donc, voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse. Merci. Merci beaucoup. Deux autres questions. Est-ce que les pipelines représentent un risque écologique? Et ensuite, alors un commentaire sur l'évaluation des coûts économiques de la réduction des émissions soufrées, mais je pense que vous avez pu tous lire. Donc, de Monsieur Bernard Cornu, qui nous dit que toute évaluation est basée évidemment sur des hypothèses et des estimations. Donc là, en l'occurrence, le gain sanitaire a été évalué à environ 10 à 15 milliards d'euros à partir de la valeur affichée d'une vie sauvée. Et donc, M. Cornu rappelle que c'est vrai que l'estimation du coût d'une vie peut varier évidemment d'un pays à l'autre. En l'occurrence, aux États-Unis, l'avocat demande souvent 3 millions de dollars US au moins, et que les États-Unis ne paient souvent que 10 000 dollars pour un mort civil en Syrie, Irak ou Afghanistan. Donc, en fait, j'imagine, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres ne sont pas à prendre à la virgule près, ce sont des estimations. L'objectif, je pense, de cette étude, mais Lina pourra évidemment préciser, mais c'était de montrer que le gain au niveau de la santé, en tout cas, est 5 fois plus élevé au minimum que les coûts engendrés, d'où l'intérêt évidemment et la faisabilité de la mise en œuvre de ces nouvelles normes plus strictes. Oui, alors peut-être quelques éléments. D'abord sur la première question, bien sûr, les pipelines sont bien sûr présentent un risque écologique. On a eu des cas de rupture de pipelines ou sans qu'il y ait rupture de fuite qui ont pollué différents endroits dans la planète. C'est un sujet qui est en partie lié au sujet dont on parle, mais en partie indépendant, puisqu'il faut transporter de toute façon un certain nombre de matières. C'est des matières qui ne servent pas forcément à alimenter des bateaux. Donc le risque se pose un peu en dehors du transport maritime, et puis ces pipelines, comme on le voit par exemple en ce moment, posent également des soucis géopolitiques. Ils posent un autre problème, les pipelines, qui n'est pas directement lié à la pollution, et le fait qu'ils peuvent constituer des barrières dans des infrastructures naturelles, c'est-à-dire dans des écosystèmes pour la migration d'un certain nombre d'espèces. On a par exemple le problème des caribous en Alaska et d'autres endroits comme ça.
Sur le problème de l'évaluation économique et des remarques qui sont faites, qui sont exactes, je rappelle que le débat il existe tout un débat sur la valeur de la vie humaine, bien sûr, qui est un débat qui existe depuis des décennies. Il y a principalement deux aspects dans ce débat. Il y a un aspect éthique. Est-ce qu'on peut valoriser la vie humaine ou pas? Il y a un certain nombre de gens qui considèrent qu'on ne peut pas et qu'il ne faut pas le faire, et d'autres gens qui considèrent qu'on peut le faire si ça sert de guide à l'action publique, c'est-à-dire qu'il y a quelquefois des mesures qui permettent de sauver des vies humaines à des coûts moindres que d'autres, et donc si on utilise ces mesures-là, on sauvera davantage de vies humaines que si on consacrait la même somme à une autre mesure qui sauverait moins de vies humaines. Et donc, en période de finances publiques très déficitaires comme on a en ce moment, ce n'est pas complètement négligeable. Le but de nos études n'était pas de trancher ce débat, ni de porter un avis sur ce débat, ni de refaire des propositions pour d'autres valeurs statistiques de la vie humaine. Sachant que ces valeurs de la vie humaine valorisent différemment les années de vie perdues ou les années de vie gagnées et l'espérance de vie selon les âges. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, il y a un certain nombre de méthodes qui calculent les années de vie perdues qui sont des années de vie productives d'un individu. Donc, évidemment, un individu qui meurt jeune a plus d'années de vie productives devant lui. Donc, ça résume la valeur de la vie à la valeur productive d'un individu. Mais il y a d'autres valeurs qui prennent la valeur de consommation d'un individu. Il y a des tas de valeurs, etc. Donc, on peut porter là-dessus à la fois des jugements techniques et des jugements moraux. Mais ces études sont utilisées avec les bémols que l'on peut avoir. Je rappelle que ce n'est pas les seuls coûts sanitaires. Dans les coûts sanitaires, vous avez aussi le coût du fonctionnement, le coût de la morbidité. C'est-à-dire, quand vous avez une morbidité, d'abord, vous avez des soins qu'il faut payer, qui sont souvent remboursés par les États, et si les États ou par les systèmes de sécurité sociale, et si les États ou les systèmes de sécurité sociale remboursent ces soins, ils vont être en difficulté pour rembourser d'autres soins ou pour financer d'autres dépenses publiques. Et vous avez aussi les journées de travail perdues, qui sont, pour cause de morbidité, qui peuvent entraîner des pertes économiques importantes. Et puis, je rappelle aussi que ce problème ne se pose pas seulement pour la vie humaine, il se pose aussi pour la vie animale, puisqu'on a maintenant des jugements sur ce que représente, on a des jugements en tribunal sur la valeur, sur les dommages et intérêts qui sont demandés pour destruction d'une espèce protégée. Et à côté de ça, vous avez des barèmes d'indemnisation qui sont fixés par le Code rural, par exemple, en France, sur la destruction d'une espèce protégée, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont fixés par la justice. Donc, le problème se pose aussi dans ce cas-là. Merci beaucoup pour ces éléments. Monsieur Lowers, vous souhaitez prendre à nouveau la parole? Oui, d'ailleurs, je voudrais remercier Monsieur Saint-Denis pour cette explication, et j'aimerais faire le lien peut-être avec cette autre question qui n'a pas été répondue sur donc est-ce qu'une étude est réalisée pour évaluer l'impact et surtout l'impact des ressources biologiques. Je pense que Monsieur Saint-Denis a répondu en partie, puisque effectivement les coûts des impacts sur les ressources biologiques et également dépend donc des pays et parfois difficile à évaluer, même si il est incontestable qu'il y a des coûts, il y a des impacts sur les ressources biologiques. Et ce que je voulais dire sur cette question, en fait, c'est que il y a eu les études, donc on en a parlé donc au cours de notre présentation. Il y a eu 3 études, notamment celle de la Commission européenne, celle de la France et celle du RIMPEC, qui ont évalué les impacts. Et en plus, bien sûr, des études complémentaires socio-économiques, etc. Donc, je pense qu'en termes d'études, on est allé au niveau de la Méditerranée loin dans notre recherche d'informations, et on a réussi en fait le pari d'obtenir toutes ces informations et de
que finalement tous les pays de la Méditerranée se sont mis d'accord pour présenter officiellement donc, cette proposition de désignation de l'ECAS Oxmed à l'OMI. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces compléments. Donc, j'invite les participants à nous envoyer un dernier round de questions. Et s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je ne vois pas de main levée. Je donnerai la parole donc à notre président pour conclure cette session et ensuite une vidéo sera diffusée, une vidéo du REMPEC sera diffusée pour clore cet événement. Merci beaucoup. Merci d'abord aux intervenants, Franck Lauwers, Lilian Todd. Merci à Céline d'avoir animé la partie questions. Je crois qu'on aura les présentations qui seront mises en ligne en dehors de la vidéo dont vient de parler Céline. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont bien voulu assister à cette présentation, qui est certainement incomplète parce que c'est un sujet compliqué, complexe et sur lequel on peut dire encore beaucoup d'autres choses, les aspects juridiques, les aspects chimiques, les aspects économiques, etc. Mais nous souhaitions le montrer, le vulgariser, l'expliquer un petit peu parce que justement, il a besoin d'être expliqué. Encore une fois, il a été repris donc par le One Ocean Summit, c'est dire l'importance qu'il acquiert. Nous diffuserons de l'information là-dessus. D'ailleurs, je vous rappelle, il a été présenté tout à l'heure, mais qu'il y a un zoom du plan bleu qui vient de paraître en février sur le bilan coût-avantage de l'institution de la zone à basse émission de soufre en Méditerranée qui rappelle les principaux éléments. Et nous avons aussi publié il y a un mois un zoom sur les transports maritimes en Méditerranée qui explique l'importance des transports maritimes et les questions qu'ils posent en Méditerranée. Vous pouvez trouver tout ça sur le site du Plan Bleu, www.planbleu.org, Plan Bleu tout attaché, avec beaucoup d'autres informations, notamment le texte de la Convention de Barcelone, des protocoles, etc., la stratégie méditerranéenne du développement durable. Et je vous donne rendez-vous sans vous donner rendez-vous, puisque nous n'avons pas encore fixé de date, mais nous allons faire un prochain rendez-vous du Plan Bleu, en tout cas au printemps, sur un thème que nous allons choisir de façon à la fois à intéresser le maximum de personnes et en même temps différent du thème d'aujourd'hui pour varier un peu les sujets tout en essayant de garder un lien avec l'actualité. Et vous serez donc évidemment informés à l'avance de cela. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et je remercie à nouveau tous les intervenants. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Restez un instant, on va lancer une vidéo. Et on vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Je remercie le Plan Bleu et tous les participants.